La famille de Cazeneuve, je suis Guiraud de Cazeneuve, l'un des propriétaires de cette maison. Nous sommes plusieurs familles. En fait, mes parents étaient propriétaires, donc je suis le fils aîné. Mais maintenant, le droit d'aînesse, c'est plus tellement à la page. Et avec moi sont propriétaires 4 enfants. Vous voyez, il faut pour une maison comme ça, il faut quand même qu'il y ait beaucoup de propriétaires. Mais les premières pierres que la famille a rencontrées, c'était la tour Carbonnière. Et à côté, il y a une ferme qui s'appelle Psalmodie. Et dedans, il y avait une abbaye dont on voit les restes. Et cette abbaye était en plus un port de cabotage. Et les moines de Psalmodie, disons vers le Xe siècle, c'était une abbaye assez conséquente qui produisait du sel. Qui était une richesse. C'est eux qui ont cédé la partie d'Aigues-Mortes à Saint-Louis pour qu'ils puissent construire le port d'Aigues-Mortes, qui était un port à l'époque, et il fallait manger. Donc pour manger, ils avaient délégué une escouade de moines qui habitaient ici où ils pouvaient faire des cultures vivrières pour alimenter presque 200 personnes qui devaient habiter à Psalmodie, dans l'abbaye principale, au moins. C'est rentré dans la famille, après c'est apporté en dot par les épouses. Donc c'est pour ça que le nom du propriétaire a changé très régulièrement. Alors il y a eu des rénovations par rapport à l'abbaye, il n'y a plus d'église. Il y avait probablement par là un cloître. Il y a la salle capitulaire qui reste là. Et puis à la Renaissance, il y a eu cette partie-là qui a été vraiment surélevée avec des pièces grandes, hautes, etc. Mais au XIXe siècle, vous verrez des dates sur les frontons. Là, il y a 1823, le cadran solaire, etc. Les murs de cette cour ont été écartés et le pigeonnier, qui était une tour de garde à l'écart, a été mis dans le carré et c'est devenu un mât. Ce mât vivait de la vigne. Donc, début du XIXe siècle, toutes les installations, on trouve encore des restes de cuves de fermentation. Ici, il y avait des écuries avec les chevaux. Les logements, c'était les cochers qui habitaient au-dessus de leurs chevaux. Et tout en haut, il y avait la réserve de foin. Et il y a encore le passage qui permettait de descendre le foin dans les écuries. Alors, il y a effectivement, il faut se mettre d'abord au goût du jour. Pour que les gens y habitent, il faut qu'on se fournisse en eau et qu'on évacue l'eau usée, parce que la commune est trop loin et le pays trop plat, donc on appelle ça un écart. Et ensuite, les toits, ça c'est un peu le caractère historique. Il faut garder des toits qui ressemblent à ce qu'on faisait avant, donc des tuiles, et elles cassent, il y a le gel, il n'y a pas beaucoup de gel ici, mais il peut y en avoir. Elles se fragilise et puis ça fait des gouttières, alors voilà. Le parc aussi est particulier, parce que on est dans une région où ça pousse vite, il y a de l'eau, il y a de la terre, et pour gérer un parc, il faut le tailler régulièrement, sinon ça devient une friche, enfin même une jungle, on va dire. Ça tourne en jungle ici assez vite avec le climat. L'occupant permanent du château, c'était mes parents et donc ma mère. Nous sommes 4 familles et moi j'habite Marseille. Alors c'est pour ça que sans y habiter, j'y viens assez souvent. Mais voilà, pour l'instant, ceux qui habitent là-dedans, ce sont des gens qui louent des appartements et qui ont l'air de s'y plaire d'ailleurs. Moi, je suis venu vers l'âge de 8-10 ans avec mon grand-père qui avait hérité de cette propriété de son frère. C'était son frère aîné. Et son frère aîné est mort, il n'a pas de descendance. Donc lui s'en est occupé, mais il habitait loin de là. On venait à l'époque des vendanges. Et à l'époque des vendanges, il n'y avait pas encore eu beaucoup de campagnes anti-moustiques. Donc vous avez une allée laurier de 100 mètres de long. Et il fallait mieux avoir un chapeau pour arriver à voir
tellement il y avait de nuages de moustiques. Alors, autre anecdote, nous sommes dans un pays où il y a beaucoup de fêtes, les fêtes des taureaux, les fêtes des machins. Et alors mon grand-père, chaque fois qu'il arrivait, se lamentait du fait que dès que j'arrive pour faire quelque chose, c'est la fête à Émargues, c'est la fête à Marcillac, c'est le... Alors, le monument historique, c'est mes parents qui ont fait ça dans les années 70-80. Il y a déjà des éléments historiques à l'extérieur qui sont des bornes romaines, parce qu'au XVIIe siècle, un de mes ancêtres était juriste, mais il avait aussi, c'était un archéologue à l'époque. Il savait reconnaître les pierres ou les constructions qui avaient de l'histoire. Et donc, il était invité à aller, chaque fois qu'il y avait un chantier sur la Via Domitia, il était invité à venir voir si on n'allait pas casser des choses intéressantes. Et il a eu le droit d'en préserver quelques-unes pour le parc. C'est pour ça que dans le parc, il y a des bornes romaines. Et puis, il y a des stèles. Pour l'instant, l'important, c'est d'avoir la valeur. Qu'est-ce que ça représente? Parce qu'effectivement, si des héritiers veulent se faire une petite société, par exemple, parce qu'au bout d'un moment, c'est plutôt un genre société qu'il faudrait, avec une activité qui rapporte suffisamment pour en profiter et l'utiliser. Là, ça demande de savoir ce que vaut la base et de ce qu'il faut rajouter comme investissement. Alors le meilleur moyen, c'est de le mettre en vente et de voir, donc actuellement, la maison est en vente et il y a des gens qui visitent, mais quand les gens viennent visiter et qui disent et le prix, je dis, bah, vous savez, si vous descendez en dessous d'un certain prix, la famille va être tentée de le représenter. Une maison comme ça, je dis en général, elle est évaluée aux environs entre 2 millions et 2,5 millions d'euros actuellement, mais si on veut l'aménager, il faut disposer au moins d'1 million pour en faire ce qu'on voudrait en faire pour le faire vivre.